Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'université annuelle d'Anticorps qui se tient cette année à Caen, ce qui lui donne pour moi une coloration particulière puisque je connais bien cette ville pour y avoir grandi pendant 20 ans et vécu. Et j'y reviens assez fréquemment et j'apprécie beaucoup cette ville puisqu'une partie de ma famille y vit encore. Je suis donc particulièrement heureuse qu'Anticorps tienne son université annuelle dans cette ville. L'université annuelle d'Anticorps, c'est un temps très important, un temps fort de notre association. C'est un temps, vous le savez, si vous êtes sans doute déjà venu, un temps de réflexion, un temps de réflexion collective qui associe citoyens, experts, élus, curieux, autour des grandes problématiques liées à la lutte contre la corruption. Et vous l'avez compris, le thème de notre université cette année, c'est l'Europe à l'épreuve de la corruption. On va en parler longuement toute la journée, mais avant d'évoquer ce thème, j'aimerais revenir sur notre année. Une année, vous savez, qui a été un petit peu particulière, une année de combat. Et l'âpreté du combat qu'on a dû mener cette année rend d'autant plus important pour nous ce temps de pause et de respiration de l'université aujourd'hui. Anticorps, pour ceux qui ne connaisseraient pas notre association, c'est une association donc de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique qui a 21 ans. Elle ne bénéficie d'aucune subvention. Elle est financée uniquement par les dons et les adhésions. Anticorps, c'est 5 salariés seulement, mais c'est presque 7000 adhérents maintenant, des centaines de bénévoles actifs dans 84 groupes locaux. Et ces bénévoles, dont vous êtes pour certains, c'est vraiment la force vive de notre association. Anticorps, c'est une association transpartisane, c'est pas toujours facile à comprendre, mais transpartisane, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas tel ou tel parti, mais des éventuels dysfonctionnements dans l'exercice du pouvoir. Donc, Anticorps a été créé en 2002, et durant ces 21 années d'existence, elle a mené son combat principalement par l'arme judiciaire, en portant devant la justice des alertes concernant des atteintes à la probité. Elle est aujourd'hui engagée dans environ 150 affaires au niveau national et dans presque 400 affaires au niveau local, 400 dossiers qui sont portés directement par des bénévoles de nos groupes locaux et des bénévoles engagés. Afin de comprendre ce que c'est que cette arme judiciaire et comment elle se trouve malheureusement aujourd'hui menacée, il faut poser plusieurs éléments qui sont un peu des éléments de procédure et qui sont très intéressants, vous allez voir. Notre association, elle défend les infractions à la probité. Je pense que vous savez ce que c'est les infractions à la probité, c'est la corruption, le trafic d'influence, le détournement de fonds publics, le favoritisme et la prise illégale d'intérêt. Ces infractions, elles concernent les deniers publics. Parce qu'elles concernent les deniers publics, elles préjudicient, en fait, à l'ensemble des citoyens, au premier rang desquels se trouvent les citoyens les plus pauvres, qui ont un besoin plus fort en services publics, qui sont davantage dépendants de ces services publics. Pourtant, la loi française, elle ne considère pas que n'importe quel citoyen puisse être victime de la corruption. Et ça pose un certain nombre de difficultés, en fait, que je vais vous expliquer. En tant que citoyen, si vous avez connaissance d'une infraction à la probité, vous constatez une infraction près de chez vous, vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République pour lui demander d'ouvrir une enquête. Or, en France, et ça c'est une spécificité française, le procureur de la République n'est pas une autorité de poursuite indépendante, contrairement au juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est hiérarchiquement lié au ministère de la Justice, lequel a son mot à dire sur l'avancement de sa carrière. Et en fait, dans des affaires qui sont des affaires comme les nôtres, des affaires politico-financières,
qui concerne souvent des personnes qui sont proches du pouvoir. Parfois, les parquets se trouvent un petit peu inhibés par cette absence d'indépendance et ils peuvent être amenés à la suite de plaintes qui sont déposées par des citoyens, soit à ne pas ouvrir d'enquête préliminaire, soit à ouvrir des enquêtes préliminaires et à les faire traîner extrêmement longtemps pour finalement classer ces enquêtes préliminaires sans suite pour des raisons qui sont en réalité des raisons politiques. Et ça nous pose une difficulté. Et en cas de classement sans suite, pour un citoyen qui serait tout seul et qui a déposé une plainte pour une infraction à la probité et un citoyen qui n'est pas considéré comme victime par la loi française, en quelque sorte, la partie s'arrête là. Il ne peut plus rien faire. Et pour contourner, du coup, cette situation qui peut sembler un petit peu injuste, la jurisprudence, c'est-à-dire les juges français, ont donné la possibilité à des associations d'acquérir une sorte de joker. C'est la constitution de partie civile qui permet de saisir un dossier sur le bureau d'un procureur de la République pour le mettre sur celui d'un juge d'instruction indépendant. Et ce joker-là, c'était l'agrément anticorruption qui n'était pas parfait, puisque c'est un agrément qui est délivré par l'exécutif, mais c'était donc l'agrément dont Anticor bénéficiait. Donc ce joker qui a été entériné par la jurisprudence des biens mal acquis, il a ensuite fait l'objet d'une loi. Et donc, la loi prévoyait qu'il devait être donné par l'exécutif à des associations. Jusqu'à aujourd'hui, il a été délivré à 3 associations, Sherpa, Transparency International France et donc Anticor. Et Anticor avait particulièrement besoin et elle se servait en fait beaucoup de cet agrément, de ce joker, parce qu'elle était engagée dans de très nombreuses procédures à l'échelle nationale, de très nombreux contentieux, et donc elle dérangeait en quelque sorte un petit peu le pouvoir. Cet agrément, il a permis à Anticor pendant des années d'agir donc comme un contre-pouvoir, en s'assurant que les puissants puissent, s'il apparaissait qu'ils avaient commis des infractions à la probité, se trouver poursuivis et jugés, en fait comme n'importe quel autre citoyen. Donc depuis 2015, Anticor avait cet agrément, et cet agrément, il avait été renouvelé jusqu'alors tous les 3 ans, comme le prévoyait la procédure. Donc cet agrément imparfait, comme je vous le disais, délivré par l'exécutif, il nous a quand même permis de faire des choses très intéressantes et de remporter de grands succès. Je voudrais juste rappeler 2 affaires qui étaient importantes pour nous, et je trouve une première, qui est l'affaire Kohler, qui illustre bien l'intérêt de l'agrément. Alexis Kohler, qui est secrétaire général, qui est toujours un secrétaire général de l'Élysée, il aurait commis des faits de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence. Je ne vais pas revenir sur toute l'affaire parce que c'est peut-être un peu long, mais Anticor avait déposé 2 plaintes au parquet national et financier contre Alexis Kohler, et une enquête a été menée par la BRDE. À la suite de cette enquête, il y avait un PV de synthèse des enquêteurs qui était très intéressant et qui disait que qu'il semblait y avoir des infractions qui avaient été commises. Et à la suite, durant cette enquête, il est apparu que Emmanuel Macron a écrit un courrier qui a été intégré à la procédure, dans lequel il disait en quelque sorte que Alexis Kohler n'avait pas grand-chose à se reprocher. À la suite de ce courrier d'Emmanuel Macron, il y a un second PV de synthèse qui a été établi par les enquêteurs, et cette fois, ce PV de synthèse, il permettait plus de retenir aucune infraction. À la suite du coup de ce second PV de synthèse, un classement sans suite est intervenu. Et Anticor s'est donc constitué partie civile, parce qu'on a considéré que c'était pas normal. Et en fait, en se constituant partie civile, un juge d'instruction a considéré qu'il y avait matière à ouvrir une enquête préliminaire et a mis en examen Alexis Kohler. Sans la constitution de partie civile d'Anticor, sans le joker dont on bénéficiait,
le dossier aurait été abandonné et Alexis Kohler n'aurait jamais été mis en examen. Donc c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Une deuxième affaire qui me semble intéressante, c'est l'affaire Éric Dupond-Moretti. Vous le savez, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Anticor a déposé plainte contre lui en décembre 2020 pour prise illégale d'intérêt. Ce dernier, en fait, il aurait utilisé ses fonctions de ministre tout simplement pour régler ses comptes avec des enquêteurs avec lesquels il avait des difficultés lorsqu'il était avocat. Donc, on considère que c'est une prise illégale d'intérêt. On a déposé plainte et grâce à cette plainte, Monsieur Dupond-Moretti va comparaître devant la Cour de justice de la République à partir du 16 novembre. Donc Anticor sera entendu lors de cette audience et ce sera pour nous l'occasion de rappeler qu'un ministre ne peut pas laisser ses intérêts personnels interférer avec la mission de service public qui lui incombe, et aussi peut-être que les procureurs de France ne peuvent rester sous l'autorité de ce ministre. Donc, je crois que Magnus me dit quelque chose. Ouais. Peut-être qu'on va faire une pause dans mon passionnant discours d'introduction pour faire venir monsieur le député Arnaud Delaporte, qui est député de la 2e circonscription de Caen. Je crois qu'on a un petit problème de timing, mais je reprends juste après, ne vous en faites pas, je vais essayer de vous souvenir de là où j'en étais. Allez-y, je crois que les autres micros fonctionnent. Non, ça marche. Ouais. Bon, non, mais je voulais pas interrompre. Je disais juste que j'allais devoir partir parce que déjà je remercie. On va reprendre sur Éric Dupond-Moretti puisque finalement c'est ici que tout a commencé. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous accueillir à Caen sur la 2e circonscription. Donc moi c'est Arthur Delaporte, Arnaud étant peut-être un homonyme canet. Mais moi j'avais juste dit que c'est pas grave, je vais partir à 30 et voilà, je veux juste vous dire bonjour. Merci pour l'invitation et merci d'avoir fait le choix de venir à Caen, qui est en effet une ville où il fait bon vivre. Donc j'espère que si vous ne connaissez pas Caen, vous aurez l'occasion de vous balader un peu à la fois sur les quais du port, mais aussi dans le centre-ville. Vous verrez, c'est une ville magnifique. Vous êtes ici, ça a été dit, sur la presqu'île, qui est un lieu où se confrontent aujourd'hui les intérêts, où à la fois on a les prix au mètre carré les plus élevés de Caen, et en même temps vous avez l'extrême pauvreté, ça a été dit, mais vous avez même les différents niveaux de pauvreté. C'est-à-dire que vous avez un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, vous avez la boussole pour les SDF, quels qu'ils soient, et vous avez aussi, juste en face de l'autre côté du quai, des tentes avec 150 Afghans qui, pour certains, n'ont pas de statut. Donc voilà, vous avez tous les types donc, de statuts et vous avez voilà, ces appartements rooftop, terrasse à 6 000 € du mètre carré. Vous êtes ici donc dans cette ville dont j'ai l'honneur d'être le député depuis 1 an. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on a eu l'occasion, avec mon groupe, avec l'ensemble des groupes de gauche, de mener un certain nombre de combats pour la transparence et contre les conflits d'intérêts. Et l'une de mes... j'ai posé 2 questions au gouvernement pour ma part, je l'évoquais tout à l'heure. Une sur la question des intérêts d'Agnès Pannier-Runacher, parce que vous vous souvenez peut-être, mais ses enfants en fait étaient actionnaires d'une société de son père, qui avait des intérêts dans le pétrole, elle-même étant ministre de l'énergie, de la transition énergétique. Donc ça posait un problème, donc je l'avais interrogé là-dessus, ça avait donné un psychodrame, quoi, vous attaquez à mes enfants, etc. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a toujours un problème, c'est la question de la définition et de la perception du conflit d'intérêts. C'est pour ça aussi que la 2e question au gouvernement que j'ai posée, je l'ai posée sur le renouvellement de l'agrément d'Anticor, le jour où elle avait, le lendemain de sa suspension. Et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice n'étant pas là, la première ministre non plus, avait dit oui, vous inquiétez pas, Éric Dupond-Moretti, pour revenir à ça, veille sur le renouvellement express. Bon, et ma réponse avait été alors je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne si il est lui-même mis en cause par Anticor pour prendre cette décision et il doit se déporter.
Parce que oui, il y a derrière tout ça, derrière la notion de conflit d'intérêts, la question de la théorie des apparences. Et c'est un des autres combats que j'ai pu mener à l'Assemblée nationale récemment. La question, vous savez, en ce moment, on parle du RSA, la réforme du RSA, la réforme de France Travail, et dans le projet de loi plein emploi, qui va avoir une incidence en fait sur la sphère de tous les acteurs qui interviennent dans le marché de l'emploi. Celui qui a été nommé comme rapporteur s'appelait Marc Ferracci. Et le jour de sa nomination, il y a un article qui sort et qui nous alerte. Attention, dans sa déclaration à HATVP, il a 30% des parts dans une société tenue par, en gros, de la société de son père, qui est un acteur important du marché du travail. Eh bien, courrier au déontologue. Déontologue, écoutez, est-ce que notre collègue est dans une situation de conflit d'intérêt ou pas? Si c'est le cas, il faut qu'il se retire. Notre collègue, donc Marc Ferracci, dit « Je n'ai pas de problème avec ça, puisque finalement, la société n'a pas de lien direct avec Pôle emploi ou n'a plus de lien direct avec Pôle emploi depuis 2016. Mais je me retire du titre 3. » Et puis, le lendemain, il reçoit l'avis du déontologue et puis il dit « Bon, finalement, j'ai reçu l'avis, qui est confidentiel, et je vais aussi me retirer du titre 1. » Bon. Et puis, en fait, je vais démissionner de mon poste de rapporteur. Et il y a eu toute une discussion parce qu'il a dit, écoutez, moi je suis intègre, j'avais pas d'intérêt, j'allais pas gagner de l'argent là-dessus. Et la notion de conflit d'intérêt, on sait très bien que c'est pas simplement est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas, mais c'est est-ce que potentiellement mes intérêts peuvent donner l'impression qu'ils vont interférer dans mon choix public. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que si on se dit, ah ben non, attendez, moi je me fais pas d'argent là-dessus, du coup je peux prendre des décisions, eh bien, on ne va pas aller vers un progrès à la fois dans la transparence et dans la lutte contre les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est un combat, je pense qu'on doit continuer de mener, mais vous voyez que, en tout cas à l'Assemblée nationale, il y a encore des progrès à faire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'existence de la HATVP, on a la trace des intérêts des uns et des autres, sauf quand il y a des oublis de déclaration, mais dans ce cas-là, ils peuvent être poursuivis. Et puis par ailleurs, on a désormais un déontologue, qui, à la différence du Sénat, est un déontologue extérieur, même si le problème c'est qu'il est nommé par la présidente, mais on pourrait encore avoir un déontologue plus puissant, mais au Sénat, c'est des sénateurs eux-mêmes qui décident des règles de déontologie. Pour moi, ça peut poser problème dans certains cas. Mais voilà, on a des règles qui se mettent en place, et ça, c'est assez récent finalement, et c'est grâce à l'action d'associations comme Anticor qu'on a pu aussi avoir ces progrès-là et mettre en place ce système. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur le sujet général d'un combat qui progresse, mais qui évidemment est imparfait et qu'on va continuer de mener. Et grâce au rôle d'aiguillon aussi, de vigie que vous faites, on est aussi là pour à la fois être le relais et puis aussi être critiqué et en permanence scruté, parce que c'est en tant que décideur public, il faut qu'on a des comptes à rendre, et donc je suis heureux d'essayer d'en rendre compte, même si je ne pourrais pas répondre à vos questions puisque je dois partir dans, je sais pas quelle heure il est, dans 1 minute. Donc, je vais consacrer la dernière minute pour vous dire que vous allez ensuite parler des sujets de liberté de la presse, de concentration peut-être des médias. C'est des sujets aussi qui préoccupent beaucoup le Parlement français. À la fois, il y a un an, il y a eu, dès notre élection, dans la réforme sur le pouvoir d'achat, il y a eu la suppression de la redevance audiovisuelle, qui finalement menace l'indépendance des médias publics, puisque derrière leur dotation peut être revue, est intégrée au budget général de l'État et n'est plus financée spécifiquement. Donc il y a une question majeure sur la mise, le contrôle croissant des médias publics par l'État lui-même. Donc c'est pas pour autant que la redevance était parfaite, mais il fallait sans doute revoir sa progressivité et sa justice. Mais voilà, il y a l'enjeu du financement des médias publics. Et puis derrière ça, il y a aussi ce qui s'est passé donc il y a quelques mois avec l'affaire du JDD, qui nous a amené aussi à déposer, à la suite des travaux notamment de Julia Cagé, une proposition de loi transpartisane, hein, je tiens à le dire, signée par le MoDem, Renaissance, Horizon et l'ensemble des groupes de la NUPES, pour mettre en place des mécanismes sur les choix des directeurs de la rédaction, faire en sorte que si ce choix n'est pas fait, notamment ou n'est pas validé, un droit de veto en gros des rédactions, pour qu'on ne puisse pas avoir ce qui est en train de se passer au JDD. Et si jamais il y a un directeur de la rédaction qui est imposé, alors, dans ce cas-là, couper les subventions publiques à la presse, aux médias. Donc ça, c'est ce qu'on propose dans ce projet de loi. Et je vous dis, il est relativement consensuel. Donc j'espère qu'on va réussir à avancer de ce point de vue-là au niveau du Parlement.
sachant que plus largement, et on en parlait tout à l'heure avec Eric Alt, il y a un grand combat au niveau de la lutte contre la concentration dans les médias, et il y a un excellent rapport sénatorial qui a été rédigé par le sénateur David Assouline, qui a été sorti en 2023, et qui traite aussi de tous ces enjeux-là, donc je vous invite à aller le lire, même si c'est pas l'Assemblée nationale. Vous voyez, ils peuvent faire des choses bien au Sénat aussi. Voilà, un peu pour vous dire qu'à toutes les échelles, on est mobilisé, on est à vos côtés, mais surtout, on est sous votre regard vigilant, et ça, c'est précieux. Bon, je vous avais laissé avec nos affaires. je reprends. Pour vous dire, je pense que vous l'avez compris après ce que j'ai expliqué. En fait, Anticor, ces derniers temps, c'est pas mal attaqué au pouvoir exécutif, et dans ce contexte, la demande de renouvellement de notre dernier agrément de 2021 a été assez chaotique, et Jean Castex a fini par renouveler cet agrément par un arrêté d'avril 2021. Malheureusement, en juin dernier, le tribunal administratif, vous le savez je pense, a annulé l'agrément d'Anticor à la suite de la saisine du tribunal par un ancien adhérent qui était vérificateur au compte et contre lequel l'association avait porté plainte en dénonciation calomnieuse parce qu'il avait fourni à la justice de fausses informations sur les comptes d'Anticor, à la justice et aux médias. En fait, des bénévoles mécontents qui se retournent contre une association, c'est quelque chose qui est relativement commun dans la vie associative, et vous le constatez peut-être autour de vous, mais cet ancien adhérent, il a trouvé une faille apparente dans le dernier agrément d'Anticor, c'est qu'il pouvait être considéré comme assez mal rédigé par Jean Castex. Et c'est cette mauvaise rédaction de l'agrément qui a permis l'annulation de l'agrément. C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif l'a annulé. En fait, évidemment, notre association, elle avait constaté, lorsqu'elle avait reçu l'agrément en 2021, ces erreurs de rédaction et le fait qu'il était mal rédigé, mais malheureusement, elle n'avait pas pu agir contre cette erreur parce qu'en droit administratif, il est impossible de contester une décision qui nous est favorable devant le tribunal administratif. Voilà. Bon, il est en quelque sorte assez inhérent à l'action d'un contre-pouvoir comme Anticor de subir des attaques. C'est pourquoi on ne se laisse absolument pas décourager. Dès le 23 juin 2023, donc dès en fait le jour de la décision du tribunal administratif, Anticor a déposé une nouvelle demande d'agrément. Cette fois, on vient d'en parler, Elisabeth Borne avec 4 mois pour nous répondre à partir de juin. Donc elle doit nous répondre au plus tard à la fin du mois de décembre. En parallèle, en août 2023, Anticor a déposé un recours contre la cour, devant la Cour administrative d'appel contre le jugement d'annulation, et elle a aussi sollicité le sursis à exécution du jugement, c'est-à-dire la suspension des effets de la décision du tribunal administratif jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel se prononce. Voilà. Mais vous le constatez bien aujourd'hui, l'annulation de cet agrément, c'est absolument pas la dissolution de l'association ou l'interruption de son activité. L'association, elle est, si je peux me permettre, plus active que jamais. On continue à être contacté par des lanceurs d'alerte qui sont nombreux. Les bénévoles dont vous êtes souvent et les juristes continuent à analyser de très nombreuses alertes et de très nombreux dossiers et à déposer des signalements et des plaintes. En revanche, on ne dispose plus du joker de l'agrément, donc on avance en quelque sorte moins vite. Les procédures initiées par Anticor, elles avancent moins, et jusqu'à ce que Anticor récupère son agrément, on ne pourra plus contester une décision de classement sans suite du procureur de la République
en déposant une plainte avec constitution de partie civile, donc en saisissant un juge d'instruction indépendant. Ça, c'est un problème, à notre sens, non seulement pour notre association, mais aussi et surtout pour les citoyens et pour la lutte contre la corruption. Parce que, en fait, un certain nombre de dossiers peuvent se retrouver bloqués. Donc, notre crainte principale en ce moment, c'est que l'impunité gagne du terrain. Fort heureusement, la capacité à agir d'Anticor et sa capacité à faire bouger les lignes, qui est importante, elle ne tient pas uniquement au combat judiciaire, mais aussi à l'influence qu'elle exerce Anticor et au combat culturel qu'elle mène. Vous le savez peut-être, Anticor met en place des actions de plaidoyer qui consistent à imaginer ce qui devrait être modifié dans la loi pour qu'on puisse mieux prévenir la commission des infractions à la probité et du coup Anticor défend ses projets devant les parlementaires. Vous l'imaginez peut-être après ce que je vous ai décrit, un des axes de plaidoyer importants pour Anticor, c'est l'indépendance du parquet. Un autre axe de plaidoyer important, c'est la réforme du système de l'agrément, puisqu'Anticor dénonce depuis de très nombreuses années la situation assez paradoxale qui consiste à ce que l'agrément soit remis par l'exécutif. Donc en fait, en quelque sorte, les associations doivent demander la permission au gouvernement pour pouvoir engager des actions judiciaires devant, à l'encontre des personnes, des femmes et des hommes qui les représentent. C'est pourquoi nous, on demande depuis un certain nombre d'années que cet agrément soit délivré par une autorité indépendante, qui soit indépendante organiquement et politiquement. Dans ce contexte, cet été, on a soutenu les propositions d'amendement de députés qui demandaient que cette procédure soit confiée à la HATVP. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais puisque le gouvernement et la majorité présidentielle ont rejeté cette proposition, mais on continue le combat en ce sens. L'action d'Anticor, elle est aussi culturelle, et puisque Anticor, qui est une association, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est ancienne, qui a 21 ans, elle considère, avec tout le recul dont elle bénéficie, qu'il est impératif d'investir dans l'éducation. Et c'est pourquoi on intervient fréquemment dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées, des universités et des écoles supérieures pour sensibiliser les jeunes générations à la probité publique. Et c'est dans cette perspective, même si notre université, elle ne concerne pas uniquement les jeunes générations, et peut-être vu que se tient cette université populaire aujourd'hui, durant laquelle on va réfléchir et imaginer collectivement un futur dans lequel nos institutions seraient moins vulnérables à la corruption. Bon. Alors, je vous ai beaucoup parlé de la France, mais vous vous doutez que la corruption, c'est pas un problème qui est strictement français. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer d'apprécier ce phénomène à l'échelle européenne également. Il y a une enquête de l'Eurobaromètre 2022, au terme de laquelle il est apparu que les 2/3 des Européens considèrent que la corruption est un problème important dans leur pays et en Europe à la fois, et 7 Européens sur 10 considèrent que la corruption n'est pas suffisamment poursuivie. L'actualité, elle est venue illustrer de manière très très forte la vulnérabilité des institutions européennes à cet égard, à la fin de l'année 2022, avec l'affaire de la corruption supposée de certains élus du Parlement européen par le Qatar et par le Maroc. Donc la justice belge enquête sur l'affaire, mais ce qui nous importe à Anticor, à l'aube des élections européennes qui se tiendront l'année prochaine, c'est de savoir quoi faire au niveau européen pour qu'une telle affaire ne se reproduise pas. Le coût de la corruption, il a été évalué à 990 milliards d'euros par an à l'échelle de l'UE, dont 120 milliards pour la France. Et donc cet après-midi, Rand Europe nous expliquera comment ces chiffres sont construits. Par ailleurs, la Commission européenne a proposé en juin 2023 la création d'un nouvel organe d'éthique à l'échelle de l'UE, en réponse justement aux suspicions d'ingérence du Qatar et du Maroc. On en parlera aussi
cet après-midi. Ce soir, on vous propose de vous rendre au Café des Images pour la projection d'un film qui s'appelle L'Affaire collective. C'est un long métrage roumain sur un fait divers qui devient en fait un scandale d'État au fil du film. La projection, elle sera suivie par un échange avec le groupe local du Calvados, qui est ici aujourd'hui dans la salle. Et avant ça, on va échanger sur la liberté d'information et certaines propositions pour protéger le pluralisme et l'indépendance des médias. Voilà. Bon, j'espère que ces questions, elles vont vous intéresser, vous passionner, qu'elles résonneront en vous et qu'elles vous donneront surtout envie d'agir avec nous, parce qu'à Anticorps, on a vraiment besoin de toutes les forces possibles pour mener nos combats qui, vous l'avez compris, sont parfois un peu difficiles. Voilà.